Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à un résumé du cours de base de données relationnelles. Voici le plan qui sera traité dans cette vidéo. Commençons par une introduction à une base de données, le système d'information, le modèle conceptuel de données, le modèle logique de données, les dépendances fonctionnelles, les formes normales, le modèle physique de données et le dernier chapitre, ça sera consacré pour l'algèbre relationnelle. Donc, définition d'une base de données. Donc, une base de données informatique est un ensemble de données non redondantes qui sont organisées, structurées et stockées dans un support informatique. Donc, j'explique. Donc, une base de données est constituée par un ensemble de tables. La table est structurée en lignes et en colonnes. Les lignes sont les enregistrements et les colonnes sont les champs ou les attributs. Le but d'organiser et stocker les données, c'est lorsque nous voulons extraire certaines données, le système doit nous les fournir de façon rapide et sans erreur. Par exemple, dans une application de gestion commerciale, on demande au système quels sont les produits les plus vendus aujourd'hui, quelle est la liste des commandes, la liste des clients par ordre alphabétique, les ventes annuelles et par ville. Donc, le système doit extraire ces informations d'une manière rapide et sans erreur. Passons maintenant au big data pour faire la différence entre les big data et les bases de données. Donc, les big data ou grosses données, parfois appelées les données massives. Donc, le big data regroupe les données publiées sur le web, les images, les vidéos, le son, les textes, les emails, les données d'entreprise, par exemple les documents ou bien les bases de données, aussi bien que les données issues des capteurs, des contenus des transactions de commerce électronique, les échanges sur les réseaux sociaux, des données transmises par les objets connectés, par exemple les smartphones, les données de géolocalisation, etc. En bref, tout ce que vous faites sur le web sera enregistré au niveau du big data. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, en utilisant WhatsApp, si vous faites salam alaikum à quelqu'un, donc cette ligne de code est stockée au niveau du big data. Donc, l'avantage du big data par rapport aux bases de données, c'est que le volume de données est de plus en massif. La variété de ces données qui peuvent être brutes, non structurées ou semi-structurées. La vélocité qui désigne le fait que ces données sont produites, récoltées et analysées en temps réel. Donc, l'octet est une unité de mesure dans le domaine de l'informatique. Elle est composée de 8 bits, donc 8 chiffres binaires. Donc, voilà une représentation des unités en puissance de 2. Donc, 1 kilo-octet, ça vaut 1024 octets et non pas 1000 octets. Généralement, on dit 1000 octets, c'est juste pour faciliter les calculs. 1 mégaoctet est égal à 1024 kilo-octets et non pas 1000 octets. 1 gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets. 1 téraoctet est égal à 1024 gigaoctets. 1 pétaoctet est égal à 1024 téraoctets. Un hexaoctet est égal à 1024 pétaoctets et un zétaoctet est égal à 1024 hexaoctets et un iotaoctet est égal à 1024 zétaoctets. Généralement, le monde atteindra les 60 zétaoctets en 2020. Donc, au niveau du big data, comme vous voyez, on peut stocker des milliards et des milliards de données. Donc, voilà un schéma qui représente le rôle des bases de données au sein d'un projet informatique. Comme vous voyez ici, il y a un site web dynamique. Donc, voilà, il y a le client, il y a le serveur et il y a les bases de données. Donc, comme vous voyez, cette partie-là, ce qu'on appelle le front-end, et ça veut dire la partie visible des projets. Puis, il y a une partie invisible qui est le back-office. Donc, cette partie, c'est généralement, c'est la partie de présentation d'un projet. Et c'est cette partie-là qui est invisible, qui est le back-end, ce qu'on appelle, c'est le comportement des projets. Généralement, on trouve des développeurs front-end et des développeurs back-end. Et la personne qui maîtrise le tout, ce qu'on appelle un développeur full stack. Donc, j'explique. On a dit au cours qu'il y a deux types de sites web, les sites web statiques et les sites web dynamiques.
Donc, quel que soit un site web, on aura besoin d'enregistrer des informations pour pouvoir les récupérer plus tard. Donc, commençons par un site web statique. Un site web statique, lorsque l'on a juste besoin de présenter des informations, on parle alors de site vitrine ou bien un site web statique. Donc, créer une page web statique est très simple et à la portée de tous. Par contre, un site dynamique, c'est lorsque le client commande une page au serveur, le serveur prépare cette commande, il fait un vrai travail dessus avant de la renvoyer au client. Donc, c'est ça la différence entre web statique et site web dynamique. Maintenant, on explique le front-end. Donc, le front-end, c'est la partie du code qui est reçue par le client. Je rappelle que le client, c'est notre navigateur web, Chrome, Firefox, Opera. Il y en a autres navigateurs, bien sûr. Il s'agit finalement des éléments du site web que l'on aperçoit à l'écran et avec lesquels on pourra interagir. Ces éléments sont généralement composés de 3 langages. C'est l'HTML5, et CSS3 et JavaScript. On a expliqué en cours le rôle de chaque langage. Puis, on a parlé également de jQuery qui est une librairie JavaScript très populaire. Puis, on a parlé de Bootstrap qui est un framework HTML, CSS et JavaScript. Aussi, avec Bootstrap, on fait le développement responsive, c'est-à-dire qu'il s'affiche différemment s'il est vu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Maintenant, le backend, qui est la partie invisible, c'est la partie du code qui est exécutée par le serveur. Il existe de nombreux langages serveurs. On a expliqué le PHP, le Java, le Python, Ruby, Node.js, ASP.NET, et on a énormément de langages serveurs. Donc, notre serveur, son rôle, il devra utiliser une base de données pour stocker les données. Pour résumer, donc un client demande une page ou bien il envoie une requête au serveur. Le serveur va, de sa part, générer cette page ou bien cette demande, puis il va envoyer en utilisant les requêtes SQL, le langage SQL. Donc, le serveur de base de données, il va recevoir cette requête, puis il va, de sa part, générer cette requête et envoyer les données au serveur. Le serveur va recevoir cette requête, il va la générer à nouveau, il va la transformer en HTML, CSS et JavaScript. Puis, il sera affiché, le client de sa part, il va afficher ce code sous forme d'image, vidéo ou de texte. Maintenant, passons au SGBD. Un système de gestion de base de données. Un SGBD est un logiciel ou un ensemble de logiciels permettant de manipuler les données d'une base de données, c'est-à-dire sélectionner, afficher des informations tirées de cette base de données, modifier des données, ajouter ou supprimer. Donc, il existe de nombreux systèmes de gestion de bases de données, mais parmi les principaux systèmes de gestion de bases de données sont les suivants. On a Microsoft SQL Server, qui est un produit de Microsoft, qui est très puissant. Il est destiné pour les grands projets. Microsoft Access, c'est un SGBD de Microsoft. Il est destiné pour les petits projets généralement. On a Microsoft Fox Pro, puis on a Oracle qui est considéré comme le numéro 1 des bases de données. On l'utilise généralement dans les grands projets et les principales institutions, par exemple les banques. Puis, il est considéré comme le SGBD le plus puissant et aussi le plus cher. Puis, on a MySQL qui est très populaire. Puis, il y a son concurrent, c'est PostgreSQL. Puis, on a SQLite qui est une base de données minuscule qui tient en un seul fichier. Donc, on enregistre les informations dans un seul fichier. Par contre, les autres bases de données peuvent enregistrer les données dans une diversité de fichiers. Puis, il y a un autre système de gestion, le Borland Paradox, FileMac, IBM, DB, Ingres et Interbase. Et on a aussi énormément de SGBD. Puis maintenant, on parle du système d'information. Donc, la définition du système d'information, le rôle du système d'information, l'évolution du système d'information et les systèmes d'information automatisés. Donc, j'explique.
Donc, un système d'information est l'ensemble des moyens humains et matériels et des méthodes utilisées pour traiter l'information existante dans une organisation. Vous avez ça dans les cours. Puis, le rôle du système, le rôle fondamental du système d'information est de fournir à chaque centre de commande, chaque centre de décision des informations pertinentes. Donc, le système également, il doit assurer la qualité des informations. On a parlé de la pertinence des informations, l'accessibilité, la fiabilité, la précision, la rapidité, le coût, ainsi de suite. Donc, l'évolution du système d'information, le système d'information de l'entreprise évolue de façon continue pour deux raisons. On a parlé de l'évolution de la demande, par exemple, quand il s'agit de la concurrence. Évolution des moyens de traitement. Ça veut dire, si je vous donne un exemple, on va faire une refonte des applications existantes, pas des applications modernes. On va changer les applications classiques, par exemple. On parle actuellement des applications de commerce électronique. Puis, on passe maintenant aux modélisations des données. Donc, pourquoi modéliser une base de données? Donc, créer une base de données est une tâche difficile et peut être considérée comme complexe. Ainsi, la meilleure manière d'étudier un système complexe est de lui donner une présentation graphique afin de faciliter son étude. Donc, la modélisation, c'est la représentation graphique du système à étudier ou bien du système complexe. Donc, on peut considérer MERIS est une méthode qui nous aide à modéliser une base de données. Également, MERIS est une démarche de construction du système d'information. Et bien sûr, MERIS permet de faire un lien de communication entre les différents acteurs d'un projet. Vous pouvez encore utiliser le modèle de données en IML, modélisé en IML, qui s'appelle le diagramme de classe. Par contre, MERIS, on va parler de MCD. Et maintenant, voilà le cycle de conception du système d'information. Et puis, on a les méthodes de modélisation des données qui est un système d'information. L'expression de besoin, on va parler du dictionnaire de données. Le modèle conceptuel de données, le modèle logique, le modèle physique de données. Et enfin, on va aboutir à un système d'information automatisé. Donc, voilà le dictionnaire de données. Donc, le dictionnaire de données est une collection de données nécessaires à la conception d'une base de données relationnelle. C'est un référentiel de vocabulaire commun de l'organisation. Il constitue la base sur laquelle s'appuient les décisions et les stratégies d'une entreprise. Donc, j'explique. C'est-à-dire, on fait des interviews avec les différents acteurs des projets. Je dois contacter toute personne ayant une relation avec le projet. C'est-à-dire l'analyse de l'existant, l'étude de tous les documents, les factures, les commandes, les bandes de révision, les notes et ainsi de suite. Puis, je dois reporter ces informations dans un tableau qui comprend 5 colonnes, ce qu'on appelle le tableau dictionnaire de données. Il comprend la première colonne, il s'agit des noms. La deuxième, c'est les commentaires. La troisième colonne, c'est la table ou bien les objets. La quatrième colonne, c'est le type de données. Et la cinquième colonne, c'est l'identifiant. Commençons par la première colonne, c'est le nom. C'est ID société. Généralement, on utilise des acronymes ou bien des abréviations. Ce sont des propriétés. Donc, j'explique ce que veut dire IDSTE. C'est le commentaire pour expliquer ce que veut dire IDSTE, c'est-à-dire l'identifiant de la société. Donc, cette propriété, il décrit quel objet? Il décrit l'objet société ou bien la table société. Donc, cette information, ça sera stocké dans une table société. Le type de cette information, c'est numérique. Est-ce que c'est un champ unique ou bien est-ce que ça se répète? Ce qu'on appelle l'identifiant, oui. La raison sociale de la société. Raison sociale de la société. Ils appartiennent à quelle table? C'est pour la société. Le type de ces données, c'est du texte. Est-ce que c'est un identifiant? Est-ce qu'il s'agit d'un champ unique? Non, bien sûr non.
L'adresse de la société, est-ce que c'est un champ unique? Non. L'idée de client, c'est l'identifiant de client. Il décrit la table client. Le type de données, c'est numérique. Est-ce que c'est un champ unique? Oui. Pas de répétition dans une table concernant l'idée du client. Le nom du client, donc comment est-ce le nom du client? Il appartient à la table client. Le type, c'est du texte. Est-ce que c'est un identifiant? Non. Parce que dans une table, on trouve plusieurs noms. La date de naissance client, elle appartient à la table, la date de naissance d'un client, elle appartient à la table client. Le type, c'est du type date. Est-ce que c'est un identifiant? Non, on peut trouver plusieurs mêmes dates dans une table. Puis, on passe maintenant au modèle conceptuel. De préférence, cette partie, on va la traiter dans la prochaine vidéo. Et je m'arrête ici.